Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui chez Démesuré, j'ai la chance et l'honneur d'avoir une entrepreneure un petit peu particulière puisque vous avez l'habitude de me voir avec des entrepreneurs de services qui fournissent souvent des services dans le milieu du bien-être. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une entrepreneure qui a une belle boutique en ligne et qui cartonne depuis maintenant presque 5 ans. Et j'ai envie aussi de vous partager en cette rentrée la magie un peu de Noël dans laquelle je suis plongée grâce à elle depuis plus d'1 an. Alors je reçois aujourd'hui Elodie. Bienvenue à toi chez Démesuré. Et déjà, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton parcours parce qu'aujourd'hui, tu es lutine en chef, mais tu as fait différents métiers avant. Et donc, du coup, nous raconter un peu comment tu es devenue lutine en chef depuis plusieurs années, qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta mission grâce au Père Noël sur les réseaux sociaux. Avant de commencer à travailler en tant que lutine en chef, j'étais maman au foyer. J'ai 3 enfants de 10, 8 ans et 4 ans. Du coup, j'ai été maman au foyer pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai démarré une formation pour être assistante maternelle pour pouvoir travailler de chez moi. Et en parallèle, j'ai monté mon entreprise du coup il y a 5 ans et j'ai commencé à imaginer des box pour les lutins farceurs. Génial, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des lutins farceurs? C'est quoi ce concept? Et d'où vient un petit peu cette magie de Noël que tu as instaurée un petit peu dans ton foyer et du coup que tu as diffusée dans les foyers des familles françaises, mais pas que? Est-ce que c'est un héritage familial? Est-ce que c'est une découverte personnelle? Comment en fait tu as été inspirée de lancer cette boutique? Alors, les lutins farceurs, c'est des petits lutins qui sont envoyés par le Père Noël pour le mois de décembre. Ça aide les enfants en fait à patienter avant l'arrivée du Père Noël. Et c'est des petits lutins qui sont rigolos, qui font des petites bêtises toutes les nuits, etc., que les enfants découvrent le lendemain matin et qui repartent avec le Père Noël le soir de la distribution des cadeaux. Et moi, j'ai découvert ça sur Pinterest. En fait, je cherchais quelque chose pour mes enfants à la base, pour Noël, parce que moi, j'adore Noël depuis que je suis toute petite. Et du coup, je voulais instaurer quelque chose chez moi et j'ai découvert les lutins farceurs. Du coup, j'ai regardé comment ça marchait, etc. J'ai moi-même fait mes premières lettres pour mes enfants. J'adorais faire ça. En plus, la première année, c'était trop bien parce que forcément, c'est la première année où tu découvres et je me suis jamais arrêtée. Et une fois que j'ai commencé à faire ça pour mes enfants, j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes. Trop cool. Et du coup, justement, quand on s'intéresse un petit peu à cette tradition qui est plutôt une tradition qui vient des États-Unis, du Canada, où eux, ils ont vraiment développé tout un concept vraiment magique autour de ça, et c'est arrivé en France assez tardivement en fait. Moi, j'étais maman depuis 3 ans, et c'est grâce à toi que j'ai découvert cette magie. Je connaissais pas avant. Et justement, quand on découvre, je trouve qu'on perçoit un petit peu le côté espiègle, coquin des lutins, mais ils sont aussi hyper bienveillants puisqu'ils viennent transmettre des messages aux enfants, instaurer la magie pour les enfants mais aussi pour les parents, hein, parce que nous perso, on adore aussi ce que ça crée comme ambiance à la maison tout le mois de décembre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement cette dualité un peu du lutin qui aime faire des bêtises mais qui aussi est là pour transmettre un message? Et justement, je pense que tu as créé aussi ton métier autour de ça, puisque Ouais. derrière le mot lutine en chef,
il y a une illustratrice, il y a une conteuse d'histoires magiques pour les enfants, donc c'est pas rien. Ça veut dire que t'es là aussi pour porter des messages à travers la magie de Noël et du Père Noël. C'est ça. Après, les lutins, chacun fait la tradition en fonction de ce qu'il veut apporter à ses enfants. C'est ça aussi beaucoup. Moi, je veux que ce soit que de la magie et de la bienveillance parce que je trouve que Noël, c'est ça. Mais il y a des personnes qui l'utilisent autrement. Mais en tout cas, les lutins, oui, ce sont des lutins qui sont joueurs, qui font beaucoup de bêtises, etc. Mais c'est toujours des bêtises qui sont bienveillantes et jamais des bêtises qui sont là pour embêter ou faire pleurer les enfants, même si certaines personnes le font. Après, ça, c'est, comme je dis, ça, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais en tout cas, dans mes histoires à moi, ce sont vraiment des bêtises qui sont là uniquement pour faire rigoler les enfants, en fait. Ok, moi du coup j'ai trouvé que c'était assez marrant quand même puisque je sais on en a beaucoup discuté avec toi de ce concept de vouloir punir les enfants, les faire surveiller par les lutins. Tout ça c'est des choses en fait qui mettent beaucoup plus de pression à l'enfant et qui n'amènent pas finalement la magie que peut apporter là, un lutin qui arrive dans une famille. Pour moi, un lutin est pas là pour faire punir, pour surveiller, pour être quelque chose qui va faire des compromis avec l'enfant, etc. Mais du coup, je trouve que ça enlève presque la magie qu'apporte Noël. Et justement, cette magie de Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que t'es très connecté à cet esprit de Noël, tu baignes dans Noël finalement H24 toute l'année. On en reparlera tout à l'heure de ton process de création, de comment tu fais pour avoir les idées, pour créer tes collections qui sortent à chaque rentrée. Comment est-ce que tu arrives finalement à capter cette magie de Noël et à la transmettre au sein de tes illustrations et tes histoires? C'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu t'inspires de cette magie finalement pour faire rêver les petits et les grands? Et je pense que, il faut avant tout être passionné pour faire ça. Parce que pour transmettre la magie de Noël, il faut aimer ça. On ne peut pas faire ça. Beaucoup disent que c'est un commerce, etc. Noël, mais en vrai, si tu veux vraiment transmettre quelque chose aux enfants comme aux parents même, il faut vraiment aimer ça. Donc moi, j'aime ça depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que en général, les idées, je les ai beaucoup au mois de décembre, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance de Noël. Si tu vas dans les supermarchés, tu as de la musique de Noël, c'est trop bien. Moi, j'habite à côté de l'Alsace, donc je vais en Alsace et on va faire des marchés de Noël, c'est génial. Et du coup, c'est hyper inspirant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, en général, quand j'ai des idées, en décembre, je note tout sur un petit bloc-notes. Je les mets grossièrement, hein, mais je sais que telle idée racontera telle histoire. En fait, j'aime tellement ça que ça vient juste naturellement. Trop bien. Et du coup, t'as commencé comment à raconter des histoires comme ça? C'est tes enfants qui t'ont donné envie de raconter des histoires, de créer des histoires? En fait, la première année où je voulais créer ma gazette, je voulais créer ça pour mes enfants à la base. Et je m'étais dit, je vais créer un truc où ils vont pouvoir vraiment être en immersion au pôle Nord, où ils vont pouvoir découvrir le menu, enfin ce que mangent les lutins, ce qu'ils font dans l'atelier, parce que je trouve que d'envoyer sa liste au Père Noël et derrière pouvoir avoir un suivi de ce qu'ils font, de où ils en sont au niveau de l'emballage, enfin je trouve que c'est vraiment trop bien. Moi, j'aurais adoré avoir ça étant petite, tu vois. Et je me suis dit, je vais leur créer ça. Et après, je l'ai dessiné et tout. Et je me souviens, à l'époque, j'avais dit, ça va cartonner, c'est sûr. Je l'ai lancé et vraiment incroyable l'engouement que ça a eu parce que ça n'existait pas en fait. À la base, je faisais ça pour mes enfants. Et à chaque fois que j'écris, je dis pas que je le fais que pour mes enfants parce que je le fais pour tout le monde. Mais d'abord, je pense à mes enfants, à la réaction qu'ils vont avoir, comment ils vont se sentir quand ils vont lire ça, etc. C'est plus facile pour moi qui ai des enfants, forcément. Et je sais que ça va plaire parce que ça leur plaît beaucoup. Trop chouette. Et justement, dans ton processus créatif, récemment, tu as quand même été aussi au contact de ta clientèle puisqu'elle grandit d'année en année. Et du coup, c'est vrai que tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'inspiration, mais quand même, tu veux que ça colle au plus aux gens, tu veux que les enfants soient immergés à l'intérieur vraiment de ta gazette, mais aussi de tous les produits dont on va parler tout à l'heure que tu as créés. Et donc, tu as sondé les parents de ta communauté pour justement partir de leurs envies, partir des intérêts des enfants qui te suivent et qui lisent ta gazette chaque année. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif, puisque tu vas chercher de l'inspiration intérieure, mais toi, t'es rempli d'inspiration et de créativité aussi. Comment naît finalement une histoire et les illustrations qui sont reliées sous ton pinceau?
Les histoires, comme je dis, c'est vraiment de l'inspiration qui me vient. Je suis en voiture, je pense à quelque chose et je me dis, ça, c'est trop cool. Je vais le noter et je note tout. Je mets que des idées, etc. Donc, je commence toujours par noter mes idées, je fais mes textes et ensuite je fais mes illustrations. Mais ça arrive aussi que des fois, j'ai envie de dessiner un truc autour de Noël et que je crée l'histoire autour. Ça arrive aussi. Mais c'est vrai que cette année, j'ai plus sondé que l'année dernière encore les personnes qui achètent chez moi parce que je trouve que c'est hyper important. C'est eux qui achètent avant tout. Et j'ai pas sondé nécessairement sur les histoires ou tout ce que j'allais faire parce que je savais la trame que j'allais avoir, mais essentiellement sur les formats. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus attachées sur certaines choses et d'autres qui préfèrent d'autres choses. Mais c'est hyper difficile de se mettre à la place de quelqu'un et de se dire je vais faire ça comme ça et est-ce que ça va plaire, etc. Donc c'est vrai que cette année, j'ai fait pas mal de sondages, mais après, j'ai créé toutes mes histoires. Je savais déjà comment j'allais faire de toute façon. Ouais, trop bien. Nous, on a répondu avec Elio qu'on aimerait bien que le Père Noël nous parle d'un tracteur. On sait pas encore, ce sera la surprise du coup dans la Gazette du mois de décembre. Mais du coup, on a hâte de découvrir. Je trouve ça chouette aussi d'aller chercher l'inspiration et des nouvelles idées, puisque ça fait déjà 5 ans. Donc au bout de 5 ans aussi, on a besoin de se renouveler, de voir comment on peut raconter les choses différemment. Comment tu choisis justement un peu les thèmes de tout ce que tu racontes dans tes histoires, les messages que tu portes à travers tout ça et la magie de Noël? Est-ce que tu as des personnages qui reviennent tous les ans? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu les stars qu'on attend chaque année, des animaux? Comment tu fais pour créer tout ça et créer vraiment un univers qui soit finalement cohérent du début à la fin pour les enfants et qu'il n'y ait pas de petits ratés qui feraient dire aux enfants il y a un truc bizarre? Ouais, non, mais ça, c'est hyper important en vrai, hein. Chaque année, je fais vraiment très attention à ce qui a été dit dans la gazette précédente pour que ce ne soit pas incohérent, justement. Parce que je sais qu'en plus, les enfants souvent la relisent durant l'année, donc ils ont souvenir de ce qui s'est passé. Donc il faut que chaque histoire soit différente en plus. Et ça, c'est pas facile non plus parce que quand tu le fais la première année, forcément, tu as plein d'idées. Après, quand tu es sur ta quatrième gazette, ben, tu te dis ça va être compliqué, mais en fait, en vrai, pas du tout. Ça, c'est venu genre, vraiment tout seul. Mais c'est vrai que je fais très attention à ce que ce soit cohérent et surtout bienveillant. Pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est des valeurs que je veux transmettre à mes enfants et je pense que c'est des valeurs que tous devraient avoir, tu vois. De toute façon, Noël, c'est ça, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est l'amour, enfin, c'est vraiment que des choses positives. Donc, dans les gazettes et dans n'importe quelle chose que j'écris, c'est vraiment très important pour moi. Je fais très attention à ça. Ouais, c'est hyper important. Et justement, une fois que tu as posé ton histoire, que tu sais exactement ce que tu veux raconter, tu arrives à la phase de l'illustration et de comment tu vas Ouais. transmettre. Aujourd'hui, moi, si je regarde ça d'un point de vue très coach business, je me dis que c'est un des éléments hyper différenciants par rapport à ta concurrence. C'est qu'en fait, Ouais. toi, aujourd'hui, tu crées tout, tu dessines tout, tu Mm. rédiges tout, et après, bien entendu, ben, tu as des fournisseurs, tu as des partenaires pour l'impression, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais pour démarrer des illustrations, comment tu dessines, comment t'as appris, d'où ça te vient, sur quoi tu dessines, nous raconter un peu cet univers qui est assez fascinant, moi je trouve, de pouvoir réussir à et écrire et avoir cette faculté à l'illustrer. Ouais. Après, je suis pleine de créativité. Moi, quand j'étais petite, je créais déjà plein de choses. Je me souviens encore quand j'allais sur l'ordinateur de mon père, j'écrivais déjà des histoires. Et j'ai écrit avant de dessiner. Mais j'écrivais des histoires, j'avais peut-être 8 ans, j'étais au primaire. Et j'adorais faire ça. Je me souviens qu'une année, au primaire, justement, on avait fait un atelier où on avait écrit un livre et tout, et j'avais adoré faire ça. Et par contre, le dessin, c'est venu un peu après, mais quelques années après. En fait, j'avais une copine à moi qui dessinait beaucoup et j'adorais, moi, dessiner. Et elle avait acheté un livre où il y avait vraiment les trucs étape par étape où tu pouvais apprendre à dessiner correctement et tout. Et du coup, moi, je l'ai acheté et c'était des cartoons. Et j'avais acheté un bloc de dessin et je passais des heures et des heures à faire ça. Et ça ressemblait, je les faisais exactement de la même façon, tu sais. Donc ça a été la première étape. C'était pas vraiment quelque chose qui venait de mon esprit du coup, mais j'apprenais les techniques, tu sais, pour dessiner. Et après, j'ai commencé à dessiner mes enfants aussi sur papier.
Et ensuite, j'ai pris la tablette. Alors, la tablette, ça a été autre chose parce que c'est pas la même prise en main. C'est vraiment différent que le papier. Et je pense que maintenant, je serais bien plus capable de dessiner sur la tablette que sur le papier parce que bah, forcément, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et c'est bien plus simple en plus. Mais c'est vrai que je dessine tout sur ma tablette. C'est même pas une tablette graphique, hein, c'est une Apple. Donc voilà. J'ai démarré sur la petite tablette. Tu sais, j'avais trop du mal et tout. Et puis après, j'ai acheté l'iPad Pro, là, le gros. Et j'avais l'impression de... C'était génial de dessiner là-dessus. J'ai adoré. J'ai passé des heures et des heures à dessiner là-dessus. Et bah après, voilà, l'inspiration, elle vient toute seule en vrai, hein. Je relis ma gazette et je prends des éléments clés dans la gazette pour que ça ait un sens et puis surtout pour que l'enfant soit captivé parce que c'est parfois difficile pour les enfants de suivre une histoire sans images à côté, que là, bah forcément, il y a des choses à regarder, il y a plein de petits détails à découvrir, etc. Et je pense que c'est méga important. Et puis, comme tu dis, la concurrence, ben, forcément, déjà, la Gazette, à la base, j'étais la seule à la faire. Et illustrée comme ça, il y en aura, j'espère, jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses que t'arrives pas à dessiner ou que tu dois apprendre à dessiner encore? Est-ce qu'il y a des choses qui te posent problème dans tes gazettes à un moment donné? Je sais pas, tu tombes sur des objets ou des trucs que t'as jamais dessinés. Comment tu te débrouilles pour pouvoir, est-ce que tu te mets devant un vrai objet dans ta maison? Comment t'arrives à reproduire des objets finalement que, bah, peut-être on n'a pas l'habitude de dessiner parce qu'on se rend compte quand même que quand tu montres tes gazettes, elles évoluent vachement, il y a vachement plus de détails, t'as vachement plus poussé le truc quand même depuis Ouais. 4 ans. Déjà l'année dernière, je trouve, poussé le truc par rapport à il y a 3 ans. Mais là, cette année, je trouve qu'elle est vraiment incroyable dans les détails, etc. Donc c'est vrai que j'évolue, mais en même temps, je dessine de plus en plus. Donc forcément, j'y arrive de plus en plus. J'apprends toujours des nouvelles techniques pour tout ce qui est les dégradés. Il y a toujours des nouveaux pinceaux. Enfin, tu vois, il y a toujours des nouvelles manières de faire. Et ça m'intéresse toujours. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube aussi pour apprendre à bah, gérer Procreate parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut apprendre de toute façon. Et par rapport à mes illustrations, ouais, souvent je regarde des photos aussi. Les photos, ça m'aide beaucoup. Par rapport à comment il est positionné, par rapport à comment je veux le positionner dans mon dessin, parfois ça peut être un peu difficile. Donc du coup, je regarde des photos, je m'inspire et puis là, je dessine. Et s'il y a aussi peut-être une importance à donner finalement aux proportions aussi, à Ouais, la disposition, ok, mais vraiment la proportion dans ton dessin, le comment il va être représenté. Le but, c'est qu'en effet, l'enfant, parce que t'apportes forcément de l'importance aux illustrations, parce que tu les crées toi-même, donc tu sais que les enfants, ils vont porter leurs yeux pendant que le parent va lui lire l'histoire sur l'image. Donc en ouais, réalité, il faut qu'ils puissent trouver rapidement quand même visuellement ce dont tu es en train de parler dans l'histoire que tu es en train de leur raconter, j'imagine. ouais. C'est pas évident parce que dans la Gazette, il y a plein d'informations en vrai. Donc voilà, mais je prends vraiment ce qui me paraît être l'élément clé et après je le dessine. Mais en général, franchement, j'ai jamais eu de manque d'inspiration pour mes gazettes, vraiment. J'ai la chance, je pense que j'ai la chance d'être très créative et d'avoir beaucoup d'inspiration. Ça me vient vraiment naturellement, donc voilà, je sais déjà pour l'année prochaine ce que je veux faire. Donc tu vois, je m'arrête jamais. C'est trop chouette, c'est trop cool. Ben justement, tu nous parles de la Gazette, mais je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous parler de ton concept, le concept de la boutique que tu as créée? Qu'est-ce que on y trouve? Qu'est-ce que tu as créé toi-même? Pourquoi? Quel est le but en fait de chacun des produits? Parce que tout a un sens, rien n'est laissé au hasard au sein Ouais. de ta boutique de Noël. C'est vrai. Du coup, à la base, moi, je travaillais essentiellement sur la tradition des lutins farceurs. J'ai commencé à faire des box autour de la tradition des lutins farceurs parce que ce qui existait déjà, c'était des choses que moi, je voulais faire différemment, avec des illustrations parce que ça n'existait pas. Et je me suis dit, c'est trop bien parce que les enfants aiment ça quand on leur lit un livre. Ce qu'ils regardent, leur œil, il est attiré essentiellement par l'illustration. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Donc du coup, j'ai commencé à créer des box. Après, j'ai fait avec les moyens du bord, entre guillemets, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai vraiment pas investi beaucoup d'argent. En fait, je vendais et ce que je récupérais, je le réinvestissais automatiquement, tu vois. Je n'ai jamais mis de trésorerie dans mon entreprise. Et puis après, ainsi de suite. Après, forcément, la première année, tu gagnes rien. La deuxième année, tu gagnes rien non plus parce que tu réinvestis tout. Mais après, ça m'a permis de grandir et de pouvoir en vivre aujourd'hui, tu vois.
Je pense que c'est vraiment ce que je devais faire en vrai, tu vois. Et sinon, du coup, j'ai commencé par les box des lutins et ensuite j'ai vendu la Gazette. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des produits. La première année, je vendais que les box lutins et la Gazette. La deuxième année, j'ai rajouté le voyage. J'ai fait l'album photo, c'est pareil. L'album photo, ça n'existait pas en France. Il n'y en avait pas. J'étais la seule à faire l'album photo. C'était hyper cool parce que les gens voyaient un album photo illustré. Ça sortait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir en fait. Donc forcément, ben, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'arriver au bon moment aussi, je pense. Parce que en France, peu de personnes connaissaient la tradition quand moi je suis arrivée. Et là, bah, forcément, à force de faire de la pub, à force d'être présente sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Maintenant, il y a aussi TF1, je sais plus c'était quoi TF1 ou M6 qui avait fait un reportage l'année dernière là-dessus. Enfin, vraiment, ça devient incroyable, ça devient viral, quoi. Et du coup, bah, plus les années passent, plus j'ai fait de produits dans ma boutique. Et vraiment, les produits phares, c'est la box d'arrivée des lutins farceurs où tu peux avoir vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte pour commencer la tradition sans toi t'embêter à écrire ou à vouloir faire quelque chose de joli. Là, il y a déjà tout qui est fait. Et la Gazette du pôle Nord, du coup, c'est un journal que les enfants reçoivent du 1er au 24 décembre qui explique tout ce qui se passe au pôle Nord. Ils vont pouvoir vraiment suivre les aventures des lutins qui ont dû rester aider le Père Noël pour la distribution des cadeaux, l'emballage des cadeaux, la réception des listes, les activités que le Père Noël leur propose. Enfin, vraiment, c'est vraiment hyper complet. Et après, je propose des produits dérivés à tout ça, mais toujours autour de la magie de Noël, en fait. Le but, c'est vraiment d'amener de la magie à fond. Et puis après, chacun utilise les produits comme ils le veulent et achète ce dont ils ont besoin, quoi, en gros. Ok, et du coup, t'as parlé du voyage. Est-ce que tu peux expliquer à celles qui nous écoutent ce que c'est le voyage des lutins? En fait, il y a des lutins. Alors, tous les parents ne le font pas, mais normalement, les lutins arrivent le 1er décembre chez vous et ils restent jusqu'au 24 décembre. Mais certains lutins sont envoyés en vacances, entre guillemets, par le Père Noël avec leurs copains pour visiter le monde entier. Donc, depuis 2 ans, j'avais fait un voyage où ils visitent des pays, etc. Et puis, ils goûtent des produits locaux. Enfin, et il y a des cartes postales qui sont envoyées aux enfants pour suivre le voyage, ainsi qu'une carte du monde où ils peuvent retracer vraiment le voyage des lutins. Donc voilà, cette année, j'ai fait un voyage autour des parcs d'attractions parce que je me suis dit que ça allait être trop cool pour les enfants. Voilà, j'essaye toujours de penser aux enfants d'abord parce que je trouve que c'est bien plus ludique pour eux de lire des cartes où ils vont être dans des parcs d'attractions, etc., que juste des voyages dans des pays où ça les intéresse peut-être un peu moins. Donc voilà, cette année, j'ai essayé de faire vraiment le maximum. Trop cool. Et du coup, comment ça se passe? Parce que nous, on l'a vécu l'année dernière, quand le lutin doit partir, on a le droit aux pleurs, c'est compliqué les séparations. Est-ce que t'as pensé du coup à quelque chose qui permet aux enfants de rester en contact avec le lutin qui est venu du coup en vacances dans les familles? Ouais, ça fait déjà 3 ans que je fais les nouvelles des lutins. J'ai essayé de penser à ce que je pourrais faire justement pour qu'ils gardent un lien avec les enfants, parce que les enfants sont hyper attachés à leur lutin, malgré, enfin, c'est incroyable, on a l'impression qu'ils font partie de la famille presque tout le mois de décembre, et du coup, quand ils repartent, ça peut être vraiment très compliqué. Moi, je l'ai vécu avec mes garçons. La première année où les lutins sont repartis, j'avais beaucoup de pleurs. Et j'avais pas anticipé ça du tout. Je pensais pas qu'ils allaient réagir comme ça. Et donc, du coup, cette année, déjà dans ma box d'arrivée, il y a vraiment tout, du voyage à l'arrivée au départ des lutins. C'est-à-dire que quand le lutin va repartir, il y aura une petite lettre du Père Noël. Il va y avoir une lettre quand ils vont arriver au pôle Nord. Donc, ça va forcément les soulager et ils vont être contents d'avoir de leurs nouvelles. Et en plus de ça, ils vont recevoir une carte postale par mois de leur lutin pour leur raconter la bêtise du mois qui s'est passé au pôle Nord. Donc, il y a toujours un lien qui est fait et les enfants adorent ça. Trop chouette. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, tu t'es demandé aussi comment faire plus, comment amener plus de magie, comment développer encore plus de choses. Et il me semble que t'es parti quand même de tes illustrations pour créer des doudous dont les enfants sont fans. D'où t'es venue cette idée? Comment ça s'est passé ce projet? Comment t'as développé autour de tes histoires finalement un concept qui est 100% le tien et aussi du coup qui est cohérent encore une fois pour les enfants puisque les lutins qu'ils ont à la maison sont les lutins qui sont sur les histoires.
C'est ça. À la base, je voulais faire des illustrations en fonction des lutins traditionnels qu'on voit un petit peu partout. Le problème, c'est que la chose à laquelle j'avais pas pensé, c'était au droit d'auteur. Les limites sont très minces, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, malgré le fait que les lutins là soient beaucoup repris. Mais j'avais pas du tout envie d'avoir de problème. Et du coup, j'ai réfléchi parce que pour moi, c'était important qu'il y ait une cohérence entre ce que je dessinais et ce que je proposais à côté. Donc, du coup, j'ai cherché des investisseurs, mais alors beaucoup, hein. J'ai passé des mois là-dessus, c'était très compliqué. En plus, quand on fait fabriquer soi-même, enfin, quand on fait fabriquer par rapport à un prototype, ça coûte très cher. Forcément, c'est pas du tout au même niveau que les autres lutins qu'on achète partout parce que ils sont faits en masse et vendus en masse, donc à l'unité, ça revient moins cher. Les miens coûtent très cher, donc voilà, c'était compliqué de savoir ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire. Et l'année dernière, j'avais pris parti pour arrêter totalement les lutins en plastique et prendre que les miens. Après, je me suis aussi rendu compte que forcément, il y en a qui ont des préférences. Donc, du coup, pour satisfaire tout le monde, j'ai gardé les deux lutins et comme ça, je peux proposer deux types de lutins. Donc voilà, et sinon pour mes lutins doudous, ouais, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de cohérent. En tout cas, je sais qu'il y a des parents que ça ne dérange pas. Moi, je sais que mes enfants, par exemple, ils voient pas du tout de problème au fait que les lutins soient comme ça sur mes papiers et autrement en vrai. Mais il y a des parents qui attachent beaucoup d'importance à ça, à la cohérence, à dire mais c'est pas du tout le même qu'il y a sur le papier. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu à la base créer mes lutins et j'avais aussi envie de créer quelque chose d'unique qu'on ne trouvera pas ailleurs, qu'on ne trouvera que chez moi et de me démarquer à fond parce que forcément, quand on arrive sur le marché et que une entreprise fonctionne, ben, il y a forcément de la concurrence qui commence à arriver, ce qui est normal. Et j'avais envie de me démarquer encore plus de la concurrence. Donc, du coup, j'ai fait mon lutin. Et l'année dernière, ça a cartonné, ça a hyper bien marché. Ils ont beaucoup plu. Du coup, cette année, j'ai fait la lutine. Puis d'autres projets qui vont arriver ensuite, mais Yes, la collection va certainement s'agrandir et il y a plein de choses qui vont arriver de nouvelles. Et je trouve que c'est chouette aussi que tu puisses proposer ce produit puisque on l'a pas dit encore, mais une des questions qui revient souvent, c'est à partir de quel âge on ouais. peut démarrer cette tradition. Et du coup, ton doudou te permet aussi d'aller sur des enfants plus jeunes grâce à toutes les normes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement à partir de quel âge on peut commencer, à quel type d'enfant on peut faire ce genre de tradition? Et du coup, qu'est-ce que te permet le lutin doudou au niveau des jeunes enfants? Du coup, moi, j'ai fait faire les lutins qui ont été forcément testés pour les normes CE, etc. Il y a des normes qui sont très strictes pour les enfants, encore plus quand c'est oui, des jouets, des peluches, etc. Donc, ils ont tous été testés et ils sont du coup destinés pour les enfants à partir de la naissance. C'est vrai que ça, c'est un gros plus par rapport aux autres qui sont à partir de 3 ans. Après, à partir de quand commencer la tradition, en vrai, il n'y a pas vraiment d'âge, je le répète à chaque fois ça, parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un c'est à partir de 3 ans. Non, parce que chaque enfant est différent et chaque enfant réagira différemment. Il y a des enfants à 3 ans qui vont adorer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a à 4 ans qui vont adorer et pareil qui vont pas aimer. En vrai, il n'y a pas d'âge pour ça. Si on teste pas, on sait pas. Moi, par exemple, ma fille, elle avait même pas 2 ans, elle adorait déjà. Et il y a des autres enfants qui ne s'y intéressent pas. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de l'éveil des enfants. S'ils sont éveillés, s'ils aiment les histoires, s'ils s'intéressent aux choses, etc. Parce que il faut quand même s'intéresser aux histoires. Mais voilà, il n'y a pas d'âge. C'est comme pour la magie de Noël. Il n'y a pas d'âge. Toi, tu peux aimer ça. Tu peux faire les lutins. C'est comme ça. Il y a des adultes qui font les lutins maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça veut donc dire que s'il n'y a pas d'âge, en tout cas 2-3 ans, on retient que c'est un peu la période à laquelle les enfants commencent à s'intéresser, à écouter les histoires, etc. Ça veut dire que finalement, en tant qu'adulte, on peut aussi venir chez toi et instaurer une magie de Noël dans notre maison. J'ai beaucoup d'adultes qui achètent chez moi et qui n'ont pas d'enfants, qui font ça des fois pour leurs parents qui sont retraités, qui sont un peu âgés. Il y en a qui font ça dans leur boulot, juste entre collègues, qui font ça dans les EHPAD, parce que dans les EHPAD, ce sont souvent des personnes qui retombent un petit peu en enfance et qui adorent ce genre de choses. En vrai, il n'y a pas d'âge. Même, je sais que j'ai des clientes qui ont la vingtaine d'années qui veulent faire ça avec leur chéri. Ils font des blagues à tour de rôle. À partir du moment où on aime Noël et qu'on a envie de partager quelque chose et qu'on a envie d'instaurer quelque chose de rigolo, bah en vrai, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien.
Ouais, c'est génial. Et du coup, Mm. en suivant tes lives, on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnel autour de la petite enfance qui vient Ouais. te voir pour justement instaurer ça dans les locaux des différentes infrastructures, parce qu'il y a plein de familles où il n'y a pas les moyens d'instaurer cette tradition, elle n'est pas connue, etc. Et donc justement, ils peuvent aussi en profiter en communauté. Ouais, et il y en a de plus en plus, hein. Déjà, l'année dernière, je vendais déjà beaucoup à des écoles. Tout ce qui est périscolaire, les enfants adorent quand ils vont à la cantine, il y a ça. J'ai une de mes abonnées qui fait ça dans son bus scolaire. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Je sais que nous, dans l'école de mes enfants, par exemple, il y a la maîtresse de petite section qui le fait. Et les enfants, ils adorent, ils sont hyper contents de venir à l'école, c'est ça aussi. C'est hyper cool parce que les enfants sont pressés de voir ce qui va se passer, de voir les bêtises que font les lutins. Et puis après, on en entend parler dans les couloirs, donc c'est rigolo, tu sais, les parents ne connaissent pas forcément. Et donc les enfants, ils expliquent, les parents, ils comprennent pas trop, tu sais. Mais du coup, par exemple, l'année dernière, j'étais dans le couloir et j'entendais, mais oui, l'année prochaine, on demandera au Père Noël pour qu'un petit lutin vienne chez nous. Enfin, voilà, en fait, c'est quelque chose qui se perpétue, quelque chose que tu connais pas. Et puis, les enfants adorent. Et puis après, le bouche à oreille. Et puis, enfin, tu vois, c'est un engrenage, en fait. Les parents comme les enfants. Enfin, moi, je pense que c'est autant les parents que les enfants. Ils aiment ça, tu sais. Moi, j'adorais faire ça, hein, vraiment, hein. Je faisais des bêtises pour mes enfants, je prenais des cartons, je faisais de la peinture, du découpage. Des fois, ça me prenait plus d'1 heure à faire ça, mais je trouvais ça trop bien. Tu sais, le lendemain matin, tu vois, tes enfants, ils sont émerveillés. Tu peux pas faire ça toute l'année, tu peux faire ça que quand cette période-là, tu sais. Ouais, c'est clair. Souviens-toi, moi l'année dernière, c'était ma première année. Je m'étais dit, ah vas-y, je vais faire des trucs à la Cricut. J'avais fait le petit sachet Mac Lutin pour mettre des frites en bonbons et tout. En fait, on se prend au jeu et aussi quand on est créatif, quand on veut amener du rire, de la joie. De toute façon, l'émerveillement, les yeux d'un enfant au réveil, enfin, ça trompe pas quoi. Je veux dire, Ouais. c'est juste des moments juste mémorables. Toutes ces photos que j'ai pu prendre, qu'on a pu mettre dans ton album. Enfin, je me souviens, il y a eu des matins plus difficiles que d'autres, genre quand la patte patrouille avait mis les menottes et tout à son Oui. lutin, il était pas très content. Et en même temps, c'était hyper drôle parce qu'il s'est dit, ah mais il a joué avec mes jouets pendant que je faisais dodo et tout. En fait, ça les plonge tellement dans un monde d'innocence, de Ouais. bienveillance, de magie. Je trouve ça juste incroyable. Là, je pense que tu as fait le tour de tes produits, les best-sellers, ceux qui se vendent le plus, ceux pourquoi tu es reconnu et vu aujourd'hui. Tu as parlé de produits dérivés tout à l'heure. Qu'est-ce qui est Mhm. arrivé au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu as développé comme autres produits qu'on peut trouver dans ta boutique et qui font rentrer en scène finalement le Père Noël dans d'autres situations, avec d'autres objectifs finalement pour les enfants? Il y a plusieurs années, j'ai créé la Gazette du pôle Nord. Et la Gazette du pôle Nord est écrite par un lutin du pôle Nord. Et cette année, j'avais envie que les enfants puissent lire des choses directement écrites par le Père Noël. Je trouve que c'est encore mieux. Il a encore plus d'impact, le Père Noël. Du coup, cette année, j'avais envie de créer la chronique du Père Noël. Donc, j'ai réfléchi pendant longtemps à ce que je pouvais faire parce que j'avais pas envie non plus qu'il y ait trop de texte, que ce soit trop lourd à lire. C'est compliqué aussi parce que c'est aussi souvent destiné aux petits et du coup, ben, il faut pas qu'ils décrochent et c'est parfois difficile. Donc, j'ai essayé de condenser les textes au maximum pour que ce soit le plus simple et plus facile à lire. Et j'ai créé la chronique du Père Noël qui raconte ses petites mésaventures. Donc, il n'y en a pas un par jour, contrairement à la Gazette, mais il y a 3 numéros. Et ça a donné tous les dimanches du mois de décembre, du coup, accompagné de la Gazette. Et on y découvre la mère Noël qui coiffe le Père Noël. Il y a une mission secrète où en fait il a perdu, pendant son vol de traîneau, il a perdu son passe magique. Donc il va falloir que les enfants le retrouvent chez eux. C'est toutes des petites choses que les enfants adorent. Et je pense, parce que je ne peux pas le dire à 100%, vu que c'est ma première année et c'est la première fois que je sors ce produit, mais je pense vraiment que les gens vont aimer ça. Trop bien, donc en fait tu fais en sorte, comme nous on ferait finalement sur une formation en ligne, on dit qu'on gamifie l'expérience, on rend les choses ludiques, mais en fait c'est ce que tu Ouais. fais aussi avec des petits jeux, des chercher-trouve, des trucs un petit peu sympas. Cool. Il me semble aussi qu'on avait discuté de quelque chose qui me tracassait un peu en tant que maman avec l'arrivée de l'école, c'est quitter la susu, la tétine. Ouais. Et donc cette année, t'as aussi sorti un produit dérivé à ce sujet. Bah oui, parce que ma fille qui a 4 ans ne veut pas quitter sa tétine non plus.
Et on sait que, bah voilà, moi je lui ai déjà dit, tu vas la donner au Père Noël. Quand c'est le Père Noël, il y a des petites hésitations, donc peut-être que, c'est pas dit que ça marchera à 100%, c'est comme tout. On connaît les enfants, un enfant pourra très bien l'accepter et le fera avec grand plaisir, et d'autres n'auront pas envie de le faire et seront pas prêts surtout à le faire, parce que c'est surtout ça, il faut être prêt hein, pour arrêter la tétine. Et du coup, moi, j'ai créé un kit autour de ça où il encourage l'enfant à le faire sans se précipiter et sans que ce soit une obligation, en lui disant que voilà, ça devient des grandes... Enfin, j'ai fait fille-garçon, donc grande fille, grand garçon. Quand tu seras prêt, mets ta petite tétine dans la boule, je viendrai la chercher et je l'accrocherai sur mon sapin à tétine. Rendez-vous l'année prochaine, en En 2025, janvier. pour voir. L'enfant n'est pas prête, alors je sais pas, mais en tout cas, oui, il n'y a rien qui oblige l'enfant à le faire. Voilà, c'est toujours vraiment pour qu'il soit prêt et que ce soit pas fait dans l'obligation parce que c'est le Père Noël. C'est pas le but du tout. Yes, ça c'est important. Est-ce qu'il y Ouais. a autre chose dont on n'aurait pas parlé qui se trouve dans ta boutique? Il y a plein de choses dans ma boutique cette année. J'ai créé une lettre aussi pour les enfants qui ne croient plus ou qui sont en voie de ne plus croire au Père Noël, parce que c'est vrai que on les oublie souvent, mais parce que ben on a l'impression qu'après, une fois qu'ils y croient plus, c'est terminé. Là, j'ai fait comme une mission d'apprenti Père Noël, où ils vont devoir mettre leur chapeau de Père Noël et prendre le rôle du Père Noël, parce qu'on est tous des Pères Noël. Juste leur donner une petite mission rigolote comme ça, où ils vont se sentir... mais enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, quand j'ai su que le Père Noël n'existait pas, t'avais l'impression que c'était trop cool aussi. Au début, c'est difficile, mais après, c'est cool parce que tu peux toi-même inventer des histoires et puis faire vivre la magie. En fait, tout le monde fait vivre la magie une fois que tu crois plus. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a la porte magique que j'ai refaite cette année. La porte magique, c'est quelque chose que je dessine et que je fais faire sur du bois. Donc voilà, chaque année, je change la porte magique. À Et ça- quoi elle sert? bah, du coup, elle sert à faire le lien entre la maison et le pôle Nord pour que le lutin puisse arriver chez vous. Elle n'est pas obligatoire, c'est juste un petit plus qui rend l'expérience un peu plus magique quand même. Cool. Et du coup, pour le Père Noël, on a aussi autre chose de magique pour qu'il puisse rentrer dans nos maisons. C'est souvent une grande question des enfants, ça, comment le Père Noël peut rentrer dans la maison pour déposer les cadeaux. Oui, parce qu'à l'époque, on disait toujours qu'il passait par la cheminée, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui ne possèdent plus de cheminée, donc ils se posent toujours la question. Du coup, bah, moi, j'ai créé un kit avec une clé, la clé du Père Noël, qui permet au Père Noël de rentrer dans la maison sereinement. Il n'y a que lui qui peut l'utiliser, parce que ça, c'est très important que ça ne soit pas une source d'angoisse pour les enfants, à savoir si quelqu'un d'extérieur pourrait rentrer chez lui grâce à cette clé. Bref, j'ai fait du coup une lettre du Père Noël qui explique qu'il n'y a que lui, grâce à sa magie, rentré dans la maison grâce à la clé. Et du coup, il suffit juste de la déposer sur le pas de la porte, juste avant qu'il arrive, quoi. Mes enfants, ils ont adoré ça. Ouais, c'est chouette, ça leur donne encore plus cette sensation où il va venir chez eux, quoi. C'est Ouais, vraiment hyper ça, important. C'est, on le prépare bien. Voilà, moi je me souviens l'année dernière, il avait vraiment kiffé Elio préparer un petit déjeuner. Et puis quand il s'était levé, on avait fait des traces avec de la neige au sol, des chaussures. Du coup, il a dit, oh, mais il en a mis partout. Il a pas fait le ménage. Je trouve que ça les projette tellement dans des situations de vie de tous les jours. Et ça ouais. les fait tellement aussi ouais, rêver, mais aussi, je pense, se responsabiliser, tu vois. C'est ok, on va lui mettre sa clé, ok, on va lui mettre son petit-déj et tout. Je trouve que c'est hyper important. Ils se sentent importants aussi parce que tu as quand même la clé du Père Noël, quoi, tu vois. Mm. C'est vraiment cool. C'est un peu comme dans la Gazette où j'avais fait, tu sais, le tirage au sort pour les boutons, qui étaient du coup les gardiens du bouton porte-bonheur du Père Noël. Ils ont adoré faire ça. Ouais. C'est Ouais, vrai que ça c'est les responsabilise, ça leur donne un rôle auprès du Père Noël ça. et c'est plutôt chouette. Ouais. Cool. Pour magnifier encore plus cette tradition, tu t'es associé avec plusieurs partenaires. Ce serait peut-être Ouais. cool qu'on en parle aussi aujourd'hui parce que je trouve que ça a toute son importance dans la magie. T'en as parlé tout à l'heure, mais tu fais faire tes portes en bois. On va parler de ces personnes-là. Et puis, tu as un membre de ta famille maintenant qui magnifie aussi un petit peu tes lutins. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnes qui t'aident finalement à rendre l'expérience encore plus incroyable auprès des familles? Ouais, c'est vrai qu'avant je faisais tout toute seule, la porte magique, j'avais acheté une machine pour la faire, mais ça me prenait énormément de temps, tant que je n'ai pas vraiment, il faut le dire, parce que toutes les illustrations me prennent énormément de temps à faire, les textes, après chercher les fournisseurs, etc. C'était du temps que je perdais finalement.
Et j'ai des amis à moi qui ont des machines professionnelles pour faire du bois. Et du coup, en fait, quand je suis partie en vacances avec mes parents l'année dernière, je leur ai demandé de prendre le relais parce que moi, il fallait que j'ai un stock de 500 portes et j'étais pas prête encore. Donc, je leur ai demandé de prendre le relais. Ils l'ont fait avec plaisir. En contrepartie, je leur ai offert plein de petites choses. Et je leur ai dit, mais en fait, ce serait trop cool qu'on puisse créer une collection. Parce qu'avec le bois, tu peux faire tout ce que tu veux en vrai. Enfin, les produits dérivés, tu peux faire plein de choses. Et autour des lutins, il y a beaucoup de choses qui sont recherchées. Il y a des lits, généralement des fauteuils, enfin, tout ce qui est mobilier, ça n'existe pas vraiment en magasin. Donc, du coup, c'est vraiment recherché. Donc, on a commencé à faire un lit. Et c'est vrai que je fais très peu confiance autour de moi. Je ne donnerai pas mes illustrations à n'importe qui. Je donne mes illustrations aux personnes en qui j'ai vraiment confiance. Marion et Jérôme, c'est des personnes qui sont exceptionnellement gentilles, tu vois. Et je sais qu'ils travaillent bien, qu'ils envoient leurs commandes en temps et en heure. Enfin, vraiment, j'ai 1000% confiance en eux. Donc, on a commencé à travailler ensemble, entre guillemets, parce qu'ils me font toujours valider les projets, entre guillemets, en montrant à quoi ça ressemble, etc. Parce que c'est moi qui les présente en live, c'est moi qui les aide aussi à vendre, qui leur donne de la visibilité grâce à mon entreprise. Mais c'est eux qui font tout le reste. Eux, ils ont quand même tout ce qui est faire le processus de tout, c'est très long. C'est très long parce que le bois, c'est hyper technique, ça bouge. Et puis les machines changent, les paramètres changent, les horaires en plus en fonction du bois que tu as. Ça n'a pas du tout le même rendu. Enfin voilà, donc du coup, c'est un travail qu'on fait ensemble, mais c'est eux qui travaillent beaucoup seuls aussi là-dessus. Moi, je valide juste le produit final en disant oui, c'est beau, mais c'est toujours beau de toute façon ce qu'ils font. Donc, du coup, eux s'occupent de mes portes et à côté, ils font des lits. Là, cette année, ils ont fait une armoire de lutin avec mes dessins, du coup, pour avoir une collection complète. Ils ont fait un berceau, ils ont fait un coffre. Enfin, voilà, il y a plein de jolies choses qui vont arriver pour compléter la collection. Et voilà, c'est un peu une entreprise. Enfin, c'est un peu familial, ami, familial, enfin voilà. Et du coup, il y a ma maman qui a commencé, bah, ça fait 3 ans déjà qu'elle fait ça pour les lutins. Elle a commencé à faire des robes, à faire des salopettes pour les habiller parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas grand-chose. Ça permet d'avoir tout ce qu'on veut. Si tu veux des meubles, j'ai Marion et Jérôme. Si tu veux des vêtements, j'ai ma maman et tout le reste, c'est moi. Trop cool. Et cette année, elle développe aussi sa collection. L'année dernière, elle avait fait des couvertures, du coup, pour mettre des coussins, pour mettre dans les lits. Et là, cette année, elle se lance dans des déguisements. Ouais, bah c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, surtout en live, à savoir si je fais des déguisements, etc. C'est vrai qu'en général, j'achète pas quelque chose et puis je le revends pas ensuite. Je crée toujours une histoire autour de ça et puis j'ai déjà du stock à ne plus en savoir quoi faire. Donc du coup, voilà, et ma maman est très douée en crochet et elle adore faire ça. Donc elle s'est lancée là-dedans, elle a ouvert son entreprise du coup il y a 3 ans. Et cette année, elle a fait les déguisements. C'est vrai que ça va être chouette, hein. En plus, Ouais, le déguisement du clown et tout, c'est trop beau, hein. carrément. Le clown, le super-héros et tout. Ouais, j'adore. Je vous invite vraiment à aller voir dans la description de cet épisode. Vous aurez le lien d'Hello, le lien de Marion et Jérôme et le lien de Sandrine pour vous permettre du coup de vraiment compléter cette magie et de créer vraiment quelque chose où les enfants s'en souviendront toute leur vie. Moi, c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé avoir gamine, me dire que j'aurais des souvenirs de ces périodes de Noël, de lui donner de l'importance aussi à ces moments de famille, parce que nous, la Gazette, par exemple, c'est quelque chose où on se pose tous les trois, qu'on lit tous les trois. On aime aussi ces moments, tu l'as dit, hein, derrière il y a la valeur du partage, de l'amour, derrière tout ça. Donc c'est vraiment un concept global et vraiment une grande magie qu'on peut faire vivre, en plus de ne faire un sapin et une décoration lumineuse en fait finalement. Ouais. Mais c'est vrai que même les parents adorent la Gazette parce que enfin, t'as l'impression de vivre le truc. Et moi, quand je l'écris, j'ai pas l'impression d'être Élodie, maman, j'ai l'impression de vivre au pôle Nord. Tu sais, j'ai l'impression vraiment de faire partie de l'histoire. C'est trop rigolo. Et puis, comme je travaille là-dessus tout le temps, c'est comme si pour moi, ça existait vraiment, en fait. Trop trop chouette. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est une question que tu as beaucoup aussi, comment tu t'organises dans l'année, puisqu'en fait tu as une période de vente, une période de création, une période de préparation, etc. Comment tu t'organises en gros sur une année, comment ton année se découpe, qu'est-ce que tu fais quand. Parce que les gens à chaque fois se disent non mais si tu vends qu'à Noël, comment tu fais finalement pour vivre de cette activité et qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Ouais. Bah, effectivement, je fais mon chiffre d'affaires de fin août, du coup, à fin novembre.
Et après, ce chiffre d'affaires-là, je garde une grosse partie pour mon investissement. Après, je garde pour mes salaires et ensuite, bah, pour mettre de côté, quoi. Mais du coup, c'est sûr que c'est une sacrée organisation. Il faut pas se tromper. Je sais à l'avance combien je dois faire au minimum de chiffre d'affaires pour être bien et pour faire vraiment tout ce que je veux. L'année prochaine, j'ai prévu d'autres choses. J'aimerais bien me développer encore plus. Bah, forcément, l'investissement, il faut que ça suive. Donc voilà. Mais effectivement, je fais mon salaire du coup sur 3 mois globalement. Et après, le reste de l'année, je ne gagne rien tous les mois, mais je crée tous les mois parce que ma collection, alors cette année, j'ai fait Pâques, donc forcément, ça m'a fait un complément de revenu. Mais Noël, je commence à écrire en décembre. Et j'écris jusqu'en, je dirais, mars à peu près. Et après, je dessine. Tu sais, je suis un peu je fais un truc, je le termine pas totalement, je refais un autre truc, je le termine pas totalement, puis après je refais, enfin bref, voilà, j'arrive à m'organiser moi-même dans mon truc. Ça pourrait ne pas être facile, mais moi je suis très organisée là-dessus, je fais très attention. Mais du coup, oui, je crée vraiment de décembre à juin en général. Juin, j'ai terminé de créer. Des fois, il m'arrive d'avoir d'autres idées, de me dire, attends, j'ai le temps de le faire, je vais le faire. Et là, j'ai encore des idées, mais là, j'ai plus le temps, c'est trop tard. Et du coup, à partir de juin, là, j'ai commencé à faire les emballages parce que j'ai tout emballé individuellement pour que quand je fasse les commandes en live, ce soit plus facile. Donc, je pense que ça va rouler tout seul cette année. Puis cette année, j'avais envie de faire un lancement spécial aussi. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, tu m'as beaucoup aidé aussi au niveau de la prise de conscience, au niveau de tout ce qu'il y a à faire autour aussi. Tu sais, genre les newsletters, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Préparer à l'avance mes vidéos ou même me faire un programme de live. Je pense que ça va me changer la vie. Enfin, tu vois, je pense que cette année, j'ai vraiment toutes les clés pour démarrer sereinement, tu vois. Et ne pas me laisser submerger parce que c'est vrai que la période de 3 mois de vente, forcément, c'est une période qui est très intense. Si j'arrive à me faire un salaire sur l'année, c'est que je vends beaucoup, donc j'ai très peu de temps pour moi. J'ai mes enfants à gérer, j'ai l'entreprise à gérer. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire forcément. Donc plus je serai organisée, je pense que mieux j'y arriverai. Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu vends au quotidien? Quelles sont les différentes places où tu es présente et où tu vends quasiment au quotidien pendant ces 3 mois-là? Bah, je suis toujours dans mon atelier. C'est mon petit bureau qui est chez moi. Donc du coup, j'ai toute ma partie inventaire qui est derrière. Et puis bah, là, c'est tout le fond qu'il y a en live, en fait, que les personnes vont pouvoir découvrir en live. Là, je vends toujours dans mon bureau, en live, TikTok. J'emballe mes commandes et en même temps, ça génère d'autres commandes parce que les personnes sont intéressées par mon travail. Ils ont envie de découvrir, ils ont envie de voir ce que je fais. Et en fait, après, bah, l'entreprise tourne toute seule. Donc du coup, live TikTok avec un programme du coup qu'on peut retrouver sur tes réseaux. Et Ouais. t'as aussi un groupe Facebook que j'ai adoré moi l'année dernière où tout le monde partage des bêtises, etc. Mais où t'as une très belle communauté aussi pour, euh, Ouais. pour acheter tes produits. Oui, c'est vrai que j'ai un gros groupe Facebook où il y a plus de 200 000 personnes dessus. Ça permet non seulement aux personnes d'avoir des idées pour faire des bêtises, parce que c'est pas toujours évident. Quand c'est la première année, on a plein d'idées. Quand c'est la deuxième, bon voilà, mais après, plus on avance dans le temps et plus c'est difficile. Et puis parfois, on a envie de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire aussi. Et sur le groupe, vous allez pouvoir retrouver plein de choses, que ce soit les idées de bêtises, les idées pour construire des maisons, même des idées de mission. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de tout sur le groupe. Bah, moi, je me sers de ça aussi pour faire ma pub et puis pour montrer mon travail, pour faire découvrir mon travail. Et d'ailleurs, Facebook, ça a été mon premier lieu de vente. Tu vois, j'ai commencé sur Facebook, ça a cartonné sur Facebook. Puis la deuxième année seulement, je suis venue sur TikTok. Mais du coup, sur TikTok, on t'y découvre quasiment tous les jours, quasiment de la semaine de fin août à fin novembre. Donc si on veut passer un bon moment, si on veut être en mode Noël, ambiance de Noël, finalement t'es là dans ton décor de Noël, avec tes produits de Noël, avec la musique de Noël. Donc finalement, on passe aussi des jolis moments. Il s'est créé plein de liens aussi entre ceux qui viennent Ouais. régulièrement, ceux qui te suivent, donc c'est chouette. On a créé une jolie communauté, puis la communauté grandit bah forcément, même de jour en jour, je dirais, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. On est tous différents,
Et voilà, le but, c'est de venir sur le live, de laisser ses problèmes de côté. Et puis, on discute de Noël. Les gens s'intéressent à mon travail parce que c'est pas commun malgré tout, même si on voit ça sur les réseaux, c'est pas commun. Donc, les gens posent des questions sur mon travail. Ils sont super curieux de savoir comment je gagne ma vie et justement comment je fais pour en vivre toute l'année. Donc, voilà, c'est souvent les mêmes questions, mais c'est vrai que c'est toujours un moment de partage et les gens aiment venir pour l'ambiance de Noël. Voilà, on a la chance d'être dans l'ambiance de Noël quand même de fin août à novembre, jusqu'à décembre du coup. Ouais, carrément, parce qu'après ça s'enchaîne sur le mois de décembre où les lutins arrivent et où on aime te partager bah, tes lutins avec les bêtises, les Ouais. photos. Tu relais aussi tout ce que les parents te partagent. Alors justement, je pense qu'avant de terminer cet épisode, ça peut être intéressant de dire à une famille qui aujourd'hui voudrait se lancer dans la tradition, voudrait le faire pour la première année, maintenant que ta boutique est lancée depuis plus d'une semaine maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre? Ce serait quoi pour toi le pack de départ, l'incontournable qu'ils devraient avoir finalement dans leur maison pour faire rêver leurs enfants? S'ils veulent accueillir des lutins, le mieux c'est de prendre la box d'arrivée parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour mettre en place la tradition très facilement et puis il n'y a rien à faire. Voilà, il y a juste, même dans le mode d'emploi, tout est indiqué, comment faire, à quel moment donner les choses, etc. Vraiment, il y a juste à suivre et à déposer dans la boîte aux lettres. C'est très simple et c'est illustré, c'est super joli, les enfants adorent. Donc, la box d'arrivée pour faire venir les lutins. La Gazette, je la recommande 1000 fois pour tous les enfants parce que c'est génial à partir du moment où ils aiment les histoires. Ils vont pouvoir se plonger dans l'univers du Père Noël et c'est génial. Et après, ben, il y a plein de produits dérivés et ça, c'est à savoir ce que les gens veulent vraiment faire chez eux. Mais la base, je dirais que c'est la box d'arrivée et la Gazette. Trop cool, c'est par ça qu'on a commencé nous à la maison l'année dernière. Et puis cette année, du coup, on va peut-être accueillir un petit bébé, on va voir. On va peut-être développer aussi cette magie que Elio a adorée. Et je crois que les parents te remercieront jamais assez de cette magie et ce bonheur que tu diffuses finalement ben, dans toutes les maisons. Je reçois des messages hyper touchants des parents. C'est Ouais. bien aussi. Avant le lancement, c'est l'adrénaline, tu sais. T'es pressé, t'as envie de tout montrer parce que moi, je fais rien découvrir avant. Donc, t'as toujours un peu cette peur que les gens n'apprécient pas. Tu te demandes comment ça va être reçu, mais t'as hâte. Après, quand t'es dans ta période de vente, bah, t'es contente parce que tu vois que ça se vend. Donc, les gens aiment ce que tu fais, tu vois. Et la dernière étape, c'est les enfants qui découvrent ça. C'est encore mieux parce que tu sais que c'est important que ça plaise aux parents, mais c'est encore plus important que ça plaise aux enfants. Et quand je reçois des photos des enfants avec mes lutins, je trouve ça trop génial. Quand je vois, des fois, on m'envoie des vidéos des personnes qui lisent la Gazette, les enfants qui sont morts de rire, c'est trop bien. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Après, c'est un lien quand même qui se forme. Ben c'est, tu l'as dit tout à l'heure, ça devient un membre de la famille. C'est quelqu'un dont Ouais. on prend soin chaque jour. On se réveille, on pense à lui pour aller chercher la bêtise qu'il a fait. Le soir, on le couche, on le met dans le lit et tout ça dans sa maison. Donc, ouais, c'est vraiment quelqu'un dont on s'occupe. Ça les rend responsables. Ils sont responsables de ce lutin que le Père Noël envoie chez nous. Donc, Ouais. ouais, c'est une sacrée belle aventure, je trouve, humaine et tellement magique avec tout ce que toi t'as créé autour finalement avec les illustrations, les histoires, donc c'est trop trop chouette quoi. Donc ben merci à toi pour tout ce que tu diffuses dans nos familles et je suis sûre qu'on sera beaucoup à te renouveler cette année encore le waouh parce que moi j'aime aussi découvrir en même temps la Gazette et tout, je ne lis rien avant, je ne regarde rien avant, j'aime découvrir avec Elio chaque jour et être ben, plongé dans cette magie dès lors qu'on fait le sapin et que on met les illuminations aussi à la maison quoi. Donc ça c'est vraiment trop chouette. C'est Est-ce que génial. tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture cet épisode aux parents qui t'écoutent aujourd'hui et à tous ceux qui te découvrent peut-être pour cette première année autour de la magie de Noël? Si vous voulez me rejoindre pour la première année, ou que ce soit pas la première année, si vous avez déjà les lutins chez vous ou quoi que ce soit, ben, je vous invite à venir nous rejoindre en live sur TikTok. On est là tous les jours, certaines fois le matin, le midi ou le soir. Il y a des programmes qui sont mis sur mon site internet directement. Et on va pouvoir partager la magie de Noël tous ensemble, raconter les bêtises qu'on aura fait pour nos lutins quand on sera en décembre, ce qu'on veut faire. Beaucoup me racontent aussi comment ils vont faire leur maison de lutin, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Si vous aimez partager la magie de Noël, vous êtes les bienvenus.
Trop cool. Et donc justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, se procurer les box? Vous avez tous les liens dans la description, mais je te laisse du coup donner un peu les endroits où il faut qu'on soit. Il y a deux, trois endroits hyper importants où on doit aller te suivre et suivre les notifications qui peuvent nous être envoyées. Alors, vous pouvez me rejoindre du coup sur TikTok. Vous mettez Magie des lutins et ce sera écrit Hello et ses lutins farceurs. Voilà, ça c'est moi. Donc c'est là que vous pourrez me retrouver en live tous les jours. Vous pourrez aussi découvrir des vidéos que je poste régulièrement sur mon compte TikTok. Je suis aussi disponible sur Instagram, c'est Magie des lutins-du-bas Hello, où je mets régulièrement des stories, notamment pour savoir à quel moment je serai en live sur TikTok. Mais si vous voulez acheter sur mon site internet, c'est magiedeslutin.fr. Et sinon, j'ai d'autres réseaux à côté. Il y a Facebook où j'ai une page Facebook, Atelier Hello. Et il y a mon groupe Facebook qui vous permettra du coup d'avoir un échange avec d'autres parents aussi. Ça peut être super chouette. C'est les lutins farceurs. Voilà. Yes, pour vous faciliter l'accès, du coup, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Je vous invite vraiment à aller découvrir la magie à vivre, la magie à la partager pendant les 3 prochains mois et du coup de la faire rentrer dans vos maisons avec l'arrivée des fabuleux lutins et lutines de chez Hello. Merci Hello d'avoir pris ce temps parce que je sais que quand on est une lutine en chef, passé fin août, c'est quand même compliqué au niveau du temps de pouvoir faire ce genre de choses, mais merci à toi d'avoir pris ce temps pour parler de ta passion finalement, de ta boutique, de ce que tu crées au quotidien. Fabuleuse créatrice en tout cas de TikTok. Moi c'est pour ça que je suis sur TikTok. C'est pas forcément pour mon business à moi, c'est pour découvrir plein de créatrices et je suis super heureuse d'être tombée sur ton compte. Donc merci à toi pour ton partage d'aujourd'hui et puis ben j'ai juste envie de vous dire à tous foncez chez magiedesLutins.fr. Merci. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.